Résumé: l'homme le plus riche de Babylone. Introduction. Et si la richesse n'était pas une question de chance, de naissance ou de circonstance, mais simplement l'application régulière de règles simples et intemporelles? Voilà l'idée force de l'homme le plus riche de Babylone, ce livre culte de Georges S. Clason qui, depuis près d'un siècle, inspire des millions de lecteurs dans le monde. À travers des contes inspirés de la Babylone antique, berceau de la finance et symbole de prospérité, l'auteur transmet une sagesse universelle. Comment gagner de l'argent, comment le garder, et surtout comment le faire fructifier. Loin des théories abstraites ou des promesses d'enrichissement rapide, ces paraboles montrent que la prospérité repose sur des habitudes quotidiennes, accessibles à chacun, quelle que soit sa situation ou son époque. Ce livre n'est pas seulement un guide financier, c'est un manuel de vie. Il enseigne la discipline, la responsabilité, la patience et le respect de soi. Ces principes, vieux de plusieurs millénaires, restent plus que jamais actuels dans notre monde moderne dominé par la consommation, la dette et l'illusion du gain facile. Dans les pages qui suivent, nous allons explorer en détail 4 grandes dimensions de cet ouvrage. 1. Les principes financiers de base, simples mais puissants. 2. Les 5 lois de l'or, règles éternelles de la prospérité. 3. Les histoires marquantes, où des personnages attachants incarnent les leçons de la sagesse babylonienne. 4. Les messages universels, qui dépassent la finance pour toucher à la philosophie de vie. Ce voyage au cœur de Babylone ne vous promet pas la fortune du jour au lendemain, mais bien mieux, il vous offre des clés pour bâtir une prospérité durable, une sécurité pour votre famille et une liberté personnelle. Car, comme le rappelle Arcade, l'or fuit celui qui le gaspille, mais il demeure avec celui qui le protège. Alors, prêt à découvrir les secrets financiers qui ont traversé les siècles et à les appliquer dans votre propre vie? Avant de continuer, veuillez vous abonner s'il vous plaît afin de soutenir la chaîne. Partie 1. Les principes financiers de base. L'une des forces du livre L'homme le plus riche de Babylone de Georges S. Clason est de transformer des concepts abstraits d'économie en règles simples, claires et applicables au quotidien. Ces principes, formulés il y a près d'un siècle mais inspirés de récits se déroulant dans la Babylone antique, restent universels et intemporels. Leur pertinence traverse les siècles parce qu'ils touchent à la nature humaine, le rapport à l'argent, au désir, au travail et à la discipline. Dans cette première partie, nous allons explorer les 7 grands principes financiers que l'auteur illustre par des contes. Chacun d'eux est non seulement une règle d'enrichissement, mais aussi une philosophie de vie. 1. Se payer soi-même, épargner au moins 10% de ses revenus. Le premier principe est sans doute le plus célèbre du livre. Une partie de tout ce que vous gagnez vous revient, gardez-la. Autrement dit, avant de payer vos factures, vos courses, vos loisirs, ou même vos dettes, mettez de côté au moins 1/10 de vos revenus. Ce concept repose sur une logique simple mais puissante. Si vous ne vous constituez pas un capital, vous travaillerez toute votre vie uniquement pour subvenir aux besoins des autres. En vous payant en premier, vous transformez une partie de votre travail en richesse durable. Dans le contexte moderne, ce principe s'incarne dans l'épargne automatique. Par exemple, mettre en place un virement permanent qui transfère 10% de son salaire vers un compte d'épargne ou un investissement avant toute dépense. Ce geste crée une habitude de discipline financière et un effet boule de neige. Au fil du temps, l'épargne accumulée génère des intérêts qui eux-mêmes produisent davantage d'argent. Ce n'est pas le montant absolu qui compte, mais la régularité. Même une petite somme mise de côté chaque mois construit progressivement une sécurité et une liberté. 2. Contrôler ses dépenses, vivre selon ses moyens. Le deuxième principe rappelle une vérité intemporelle. L'argent, aussi abondant soit-il, disparaît si l'on dépense plus qu'on ne gagne. Beaucoup croient que le manque d'argent vient d'un revenu trop faible. En réalité, c'est souvent une question de gestion et de priorité. À Babylone comme aujourd'hui, les désirs dépassent toujours les ressources. Clason souligne que les « dépenses nécessaires » sont souvent des désirs déguisés. Nous avons tendance à justifier des achats superflus comme étant indispensables. Le contrôle des dépenses ne signifie pas se priver de tout plaisir, mais établir un budget intelligent. Cela consiste à distinguer les besoins vitaux, logement, nourriture, santé, des envies éphémères, gadgets, luxe, achats impulsifs. En canalisant ces dépenses, on peut à la fois profiter de la vie et bâtir un avenir financier solide. Dans un monde marqué par la consommation et la publicité omniprésente, ce principe est peut-être encore plus vital aujourd'hui qu'il ne l'était dans la Babylone antique. 3. Faire fructifier son argent, investir intelligemment. Accumuler de l'argent sans le faire travailler est une erreur. Une bourse remplie mais inactive ne produit rien.
Le troisième principe enseigne que chaque pièce doit devenir un esclave qui travaille pour nous. Dans le livre, Arcade illustre cela par ses premiers investissements, comme le prêt fait à un artisan pour développer son activité. L'argent prêté générait un revenu supplémentaire, augmentant ainsi le capital de départ. Aujourd'hui, ce principe s'applique aux placements financiers, actions, obligations, immobilier, entreprises, mais aussi à l'investissement dans son propre développement, formation, compétences. L'important est de rechercher des rendements raisonnables et sûrs, plutôt que des promesses irréalistes de gains rapides. La magie des intérêts composés, souvent citée par les économistes modernes, résume bien ce principe. L'argent génère des revenus, qui à leur tour génèrent d'autres revenus, créant un cercle vertueux. 4. Protéger son capital, éviter les pertes inutiles. Épargner et investir sont essentiels, mais encore faut-il ne pas tout perdre. Le quatrième principe insiste sur la prudence. L'or doit être placé uniquement là où il est en sécurité, où il peut rapporter sans risque excessif, et où l'on peut le récupérer. Dans l'Antiquité, cela signifiait choisir avec soin à qui l'on prêtait son argent ou dans quelles affaires on l'engageait. Aujourd'hui, cela se traduit par une vigilance face aux arnaques, aux promesses de rendements irréalistes et à la spéculation hasardeuse. Ce principe rejoint un conseil universel: demander l'avis des experts avant de se lancer. Trop souvent, l'inexpérience ou l'avidité conduit à des pertes. Comme le dit Clason, un peu de prudence vaut mieux qu'un grand regret. 5. Posséder sa propre maison. Le cinquième principe peut sembler daté, mais il conserve une valeur symbolique et pratique. Dans la Babylone antique, posséder une maison signifiait stabilité, dignité et réduction de dépenses. Louer, c'était enrichir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le débat est plus complexe. Certains économistes rappellent qu'une maison n'est pas toujours un investissement rentable, en raison des charges, impôts, entretien. Cependant, l'idée centrale reste pertinente: transformer une dépense contrainte, le loyer, en capital durable. Posséder son logement, ou investir dans l'immobilier locatif, permet de construire un patrimoine tangible qui protège des aléas économiques. 6. Prévoir ses vieux jours, assurer un revenu futur. Un principe souvent négligé dans la jeunesse, mais fondamental. La vie suit un cycle: enfance, âge productif, vieillesse. Anticiper l'avenir, c'est prévoir des revenus pour les périodes où le travail ne sera plus possible. Dans Babylone, cela signifiait acheter des terres, bâtir des maisons ou investir dans des activités générant des rentes. Dans notre monde moderne, cela correspond à la retraite, aux assurances, aux placements à long terme. Prévoir l'avenir, c'est aussi protéger sa famille en cas d'accident ou de décès. Le message est clair: la sécurité financière ne s'improvise pas, elle se construit dès aujourd'hui. 7. Développer ses compétences, accroître sa capacité à gagner. Enfin, le septième principe insiste sur l'investissement le plus précieux: soi-même. L'homme qui veut s'enrichir doit cultiver son intelligence, ses talents et sa sagesse. Dans le livre, Arcade explique que les désirs doivent être clairs et atteignables. Pour les réaliser, il faut augmenter sa capacité à produire de la valeur, et donc à générer des revenus. Dans le monde moderne, cela se traduit par la formation continue, l'apprentissage de nouvelles compétences, la créativité entrepreneuriale. Plus une personne développe sa valeur sur le marché du travail ou dans les affaires, plus elle peut prétendre à des revenus importants. Conclusion de la première partie. Ces 7 principes financiers de base forment un système cohérent et universel. Ils ne promettent pas la richesse instantanée, mais une prospérité progressive et durable. Leur force réside dans leur simplicité et leur applicabilité immédiate. Épargner, contrôler ses dépenses, investir prudemment, protéger son capital, posséder un toit, anticiper l'avenir et développer ses compétences. Ce sont là des règles de vie plus que de simples conseils financiers. Appliquées avec discipline, elles transforment une bourse vide en un patrimoine solide, et une existence précaire en une vie épanouie et sereine. Partie 2. Les 5 lois de l'or. Dans L'homme le plus riche de Babylone, Georges S. Clason met en avant une idée centrale: l'argent n'obéit pas au hasard, mais à des lois immuables. Ces lois de l'or, gravées sur une tablette d'argile remise par Arcade à son fils Nomazir, sont présentées comme des règles éternelles qui régissent la prospérité individuelle. À travers ces 5 principes, l'auteur montre que la richesse durable repose sur la discipline, la sagesse et la prudence plutôt que sur la chance ou l'avidité. Ces lois ne sont pas seulement valables dans l'Antiquité, elles résonnent encore aujourd'hui dans le monde de la finance, de l'investissement et de la gestion personnelle.
Détaillons-les une par une. 1. L'or vient à celui qui épargne régulièrement une partie de ses revenus. La première loi est le prolongement direct du principe « se payer soi-même ». Elle affirme que la richesse commence toujours par l'épargne. Celui qui met de côté au moins un dixième de ses revenus crée un capital initial, qui est la fondation de toute prospérité. Dans le livre, Nomazir comprend que sans ce réflexe d'épargne, aucun projet ne peut naître. De même, sans réserve financière, une personne moderne reste prisonnière du cycle, travailler, consommer, manquer d'argent. Prenons un exemple actuel. Une personne qui gagne 2 000 € par mois et qui épargne 200 €, 10%, se constitue 2 400 € par an. Après 5 ans, elle dispose de 12 000 € de capital, avant même d'investir. Ce capital lui donne des possibilités. Investir dans une petite entreprise, acquérir un bien, ou financer une formation. La leçon est claire. La richesse n'apparaît pas soudainement, elle s'accumule grâce à la discipline régulière. 2. L'or travaille pour celui qui l'investit sagement. La deuxième loi rappelle que l'argent seul ne suffit pas. Il doit être mis en mouvement. L'or, laissé inactif dans une bourse, ne rapporte rien. Mais placé dans un investissement prudent, il se multiplie comme des troupeaux dans les champs. À Babylone, cela se traduisait par des prêts à des artisans ou des commerçants fiables. Aujourd'hui, cela prend la forme d'investissements dans l'immobilier, les marchés financiers, ou même dans des projets entrepreneuriaux. L'idée n'est pas de spéculer, mais de placer son capital dans des opportunités qui génèrent des revenus réguliers. L'exemple moderne le plus parlant est celui des intérêts composés. Un capital de 10 000 €, placé à 5% par an, double environ tous les 14 ans. Ainsi, en 30 ans, il peut dépasser 40 000 €. Ce phénomène, décrit par Einstein comme « la 8e merveille du monde », illustre parfaitement cette loi. La morale est que l'argent doit devenir un serviteur fidèle, qui travaille jour et nuit pour son propriétaire. 3. L'or demeure auprès de celui qui suit les conseils des hommes sages. La troisième loi met en avant la valeur de l'expérience. Beaucoup perdent leur argent en écoutant des conseils mal avisés, ou en investissant dans des domaines qu'ils ne connaissent pas. Celui qui se tourne vers les sages, ceux qui ont déjà prouvé leurs compétences dans la gestion de l'argent, protège et accroît son capital. Dans le récit, Arcade insiste sur l'importance de consulter des marchands expérimentés ou des prêteurs avisés avant de placer son or. De nos jours, cela correspond à l'écoute des conseillers financiers fiables, des investisseurs chevronnés ou à la lecture d'ouvrages solides plutôt qu'à la recherche de solutions rapides sur Internet. Cette loi rappelle aussi une vérité intemporelle, l'humilité. Reconnaître que l'on ne sait pas tout, et s'appuyer sur les conseils de ceux qui savent, est un signe de sagesse. C'est la différence entre l'investisseur prudent et le spéculateur naïf. 4. L'or s'échappe de celui qui investit dans ce qu'il ne connaît pas. La quatrième loi met en garde contre les aventures hasardeuses. Celui qui place son argent dans des domaines qu'il ne maîtrise pas, ou dans des projets qui ne sont pas validés par des experts, court à la ruine. À Babylone, cela signifiait investir dans des expéditions incertaines ou confier son or à des marchands inexpérimentés. Dans notre époque, ce sont les escroqueries financières, les investissements, trop beaux pour être vrais, ou encore les spéculations boursières sans connaissance du marché. Un exemple contemporain est celui des personnes qui se lancent dans les crypto-monnaies ou le trading sans aucune formation. Beaucoup y voient une opportunité rapide de s'enrichir, mais, faute de compréhension, finissent par perdre la totalité de leur mise. La leçon est simple, n'investissez jamais dans ce que vous ne comprenez pas. La prudence est une protection bien plus sûre que l'espoir d'un gain facile. 5. L'or fuit celui qui recherche des gains irréalistes ou se fie aux fraudeurs. Enfin, la cinquième loi est une mise en garde contre l'avidité. Celui qui force son argent à produire des gains impossibles, finit toujours par tout perdre. L'or fuit les mains de celui qui écoute les trompeurs, les arnaqueurs ou sa propre naïveté. À travers cette loi, Clason attaque l'illusion du gain rapide, que ce soit par le jeu, les paris, ou les promesses de fortune miraculeuse. Dans le livre, Nomazir explique comment il a perdu son premier sac d'or en suivant des projets mal fondés, avant de comprendre cette vérité fondamentale. Aujourd'hui encore, les escroqueries financières prospèrent sur cette faille humaine. Arnaque pyramidale, système Ponzi, ou fausse opportunité, garantie, séduisent ceux qui veulent s'enrichir vite sans effort. Le résultat est toujours le même, perte et regret. La loi rappelle une sagesse millénaire. Il n'existe pas de raccourci durable vers la richesse.
La prospérité se construit avec patience, discipline et réalisme. Une vision globale des 5 lois. Ces 5 lois de l'or forment un ensemble cohérent et universel. La première enseigne l'épargne, la seconde l'investissement, la troisième la prudence, la quatrième la connaissance, et la cinquième la modération. Elle trace une route claire. 1. Constituer un capital. 2. Le mettre au travail. 3. Le protéger par des conseils avisés. 4. Éviter les aventures incertaines. 5. Ne pas céder à l'avidité ni aux illusions. Ce cheminement décrit parfaitement l'évolution d'un individu vers la richesse. Partir de rien, accumuler progressivement, investir avec sagesse, protéger ce qui a été acquis et continuer avec prudence. Conclusion de la deuxième partie. Les 5 lois de l'or sont bien plus que de simples règles financières. Elles reflètent une philosophie de vie fondée sur la discipline, la patience et la sagesse. Elles rappellent que la richesse durable n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'actions réfléchies et répétées. Leur beauté réside dans leur universalité. Elles étaient vraies à Babylone il y a 6000 ans, elles étaient vraies au moment où Clason les a publiées en 1926, et elles sont encore valables aujourd'hui, à l'ère de la finance numérique. En les appliquant, chacun peut transformer sa relation à l'argent, de la dépendance à la liberté, de la précarité à la prospérité. Partie 3. Histoire marquante. Si l'homme le plus riche de Babylone fascine autant, c'est parce que Georges S. Clason a choisi d'enseigner des principes financiers universels non pas sous forme de théorie, mais à travers des contes. Ces récits, inspirés de la Babylone antique, donnent vie à des personnages attachants et transmettent les leçons avec force et simplicité. Dans cette partie, nous allons analyser les histoires les plus marquantes du livre, celles qui incarnent le mieux la philosophie de Clason et qui sont devenues des repères pour des générations de lecteurs. 1. Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. L'histoire d'Arcade est le point de départ du livre et incarne la promesse centrale. Tout homme, même d'origine modeste, peut devenir riche s'il applique les bonnes règles. Arcade était fils de parents humbles et simples scribes. Pourtant, il devint l'homme le plus prospère de Babylone. Son succès commence lorsqu'il rencontre Algamish, un riche prêteur d'or, à qui il demande le secret de la richesse. La réponse d'Algamish est simple. Une partie de tout ce que tu gagnes doit t'appartenir. Arcade applique cette règle avec persévérance, apprend de ses erreurs et finit par accumuler une fortune colossale. Cette parabole illustre plusieurs principes. Et la richesse ne dépend pas de la naissance, mais de la discipline. Et la patience et la constance surpassent la chance. Et les conseils des sages valent plus que l'or lui-même. Dans un monde moderne saturé de promesses de gains rapides, l'histoire d'Arcade rappelle que le véritable secret est de commencer petit, de persister et d'appliquer les mêmes principes année après année. 2. Dabazir, le marchand de chameaux. Parmi les récits, celui de Dabazir est peut-être le plus inspirant, car il traite d'un sujet qui parle à beaucoup, les dettes. Dabazir, jeune homme insouciant, vivait au-dessus de ses moyens et accumula des dettes jusqu'à devenir esclave. Un jour, sa maîtresse du désert lui posa une question décisive. As-tu l'âme d'un homme libre ou celle d'un esclave? Cette interrogation le bouleversa. Décidé à reprendre sa vie en main, il retrouva Babylone, monta un plan strict et remboursa méthodiquement toutes ses dettes. Son plan est devenu légendaire. Est épargné 1/10 de ses revenus. Consacrer 2/10 au remboursement des dettes. Et vivre avec les 7/10 restants. Ce récit est d'une actualité criante. Beaucoup aujourd'hui croulent sous le poids des crédits, consommation, cartes bancaires, prêts personnels. L'histoire de Dabazir montre qu'il existe une issue, la discipline, la constance et la volonté de rembourser. La vraie liberté financière commence par la libération de ses dettes. 3. Maton, le prêteur d'or de Babylone. L'histoire de Maton et de Rodan illustre un autre aspect essentiel de la finance, la prudence dans le prêt et l'investissement. Rodan, un artisan, reçoit 50 pièces d'or en récompense de son travail et ne sait que faire de cette somme. Sa sœur lui demande de la prêter à son mari pour l'aider à devenir marchand. Rodan, indécis, consulte Maton. Maton lui explique que prêter sans discernement est dangereux. L'or, dit-il, est un serviteur exigeant. Il doit être placé là où il pourra être utile et sûr de revenir. Donner de l'argent à quelqu'un qui n'a ni expérience ni compétence dans le domaine est une perte quasi certaine. La leçon est claire et toujours valable aujourd'hui. Prêter ou investir doit se faire sur des bases solides, pas sur la compassion ou la naïveté. Et l'analyse des compétences et de la fiabilité de l'emprunteur est essentielle.
est un peu de prudence vaut mieux qu'un grand regret. C'est un rappel puissant pour les temps modernes, où l'on est souvent sollicité pour aider un proche dans des projets risqués. 4. Les murs de Babylone. Cette parabole a une portée symbolique très forte. Elle raconte comment, lors d'un siège, les habitants terrifiés imploraient la protection de leurs soldats et du vieux guerrier Banzir. Celui-ci leur rappelait que les murs de Babylone, solides et impénétrables, étaient là pour les protéger, et qu'ils pouvaient avoir confiance. La métaphore est claire, les murs financiers, assurance, épargne, investissement sûr, sont indispensables pour protéger sa vie et sa famille contre les imprévus. Sans protection, le moindre accident ou revers peut tout détruire. Aujourd'hui, cela correspond à la constitution d'un fonds d'urgence, à la souscription d'assurances essentielles, ou encore à une diversification prudente de ses placements. Comme les Babyloniens se sentaient en sécurité derrière leurs murailles, nous devons bâtir nos propres protections financières. 5. Charunada et le pouvoir du travail. Le récit de Charunada, prince marchand de Babylone, transmet une autre leçon. Le travail est l'ami de celui qui cherche la prospérité. Ancien esclave, Charunada explique comment, grâce à son acharnement et à sa volonté de travailler dur, il gagna l'estime de ses maîtres puis sa liberté. Sa philosophie, certains hommes font du travail leur ennemi, moi, j'en ai fait mon ami. Ce message contraste fortement avec la recherche actuelle de gains rapides et des « argent facile ». Charunada rappelle que le travail bien fait est la fondation de toute réussite durable. Non seulement il procure un revenu, mais il forge le caractère, la discipline et attire la confiance d'autrui. Son histoire résonne avec celle d'Arcade et de Dabazir. La richesse n'est pas une question de hasard, mais de constance dans l'effort. Une cohérence entre les récits. Ce qui frappe dans ces histoires, c'est leur cohérence. Chacun des personnages illustre une facette d'un même message. Arcade, l'importance d'épargner et d'appliquer les règles financières. Dabazir, la discipline pour se libérer des dettes et retrouver la dignité. Maton, la prudence et le discernement dans les prêts et investissements. Et les murs de Babylone, la nécessité de se protéger contre les imprévus. Charunada, la valeur du travail acharné comme moteur de prospérité. Ensemble, ces récits forment un système de sagesse pratique. Ils ne sont pas des histoires isolées, mais des pièces d'un puzzle qui dessinent une philosophie complète de la richesse. Actualité de ces paraboles. Ce qui rend ces histoires si puissantes, c'est leur intemporalité. Elles auraient pu être écrites dans la Babylone antique, au Moyen Âge, ou aujourd'hui. Les situations qu'elles décrivent, dettes, dépenses excessives, mauvais investissements, besoins de sécurité sont universelles et traversent les époques. De nos jours, avec la mondialisation, les crédits faciles et les promesses d'enrichissement rapide, les leçons du livre sont encore plus pertinentes. Dabazir parle à ceux qui croulent sous les crédits à la consommation. Maton met en garde contre les arnaques financières modernes, et Charunada rappelle la valeur du travail à une époque où l'on rêve souvent d'argent facile. Conclusion de la 3e partie. Les histoires marquantes de l'homme le plus riche de Babylone ne sont pas seulement des contes agréables à lire. Elles sont des miroirs de nos propres comportements financiers et des guides pratiques pour y remédier. Elles enseignent que la richesse ne vient ni de la chance, ni de la magie, mais de l'application de règles simples. Épargner, contrôler ses dépenses, investir prudemment, se protéger, rembourser ses dettes et travailler avec discipline. Ces récits, racontés il y a près d'un siècle, puisant eux-mêmes dans une sagesse millénaire, résonnent encore aujourd'hui avec force. Ils montrent que les principes financiers fondamentaux sont universels, et qu'ils continueront de guider les générations futures. Partie 4. Messages universels. L'une des raisons pour lesquelles l'homme le plus riche de Babylone est considéré comme un classique intemporel tient à la portée universelle de ses enseignements. Bien que les récits se déroulent dans une cité antique vieille de plusieurs millénaires, leur message dépasse le cadre de la finance pour devenir des vérités humaines et philosophiques. Ils parlent à toutes les époques, à toutes les cultures, parce qu'ils touchent au fondement même de la vie. Le travail, la discipline, le respect de soi, la protection de sa famille et la quête de liberté. Dans cette partie, nous allons explorer ces messages universels, en les reliant à la fois au contexte du livre et à la vie moderne. 1. La chance sourit aux hommes d'action. Un thème récurrent du livre est celui de la chance. Beaucoup de personnages de Babylone se plaignent de leur malchance, espérant que la déesse Ishtar les favorise par des dons miraculeux. Mais Arcade et les sages rappellent que la chance n'est rien d'autre que l'occasion saisie par ceux qui sont préparés.
Un exemple marquant est celui du marchand qui avait eu l'opportunité d'investir dans une terre aride transformée ensuite en jardin fertile. Par paresse et par désir de confort immédiat, il avait préféré acheter des vêtements luxueux. Quand l'opportunité se révéla très rentable, il regretta amèrement de ne pas l'avoir saisie. La leçon est claire, la chance est la rencontre entre la préparation et l'action. Ceux qui ont une épargne, des compétences, ou une vision claire de leurs objectifs sont prêts à saisir les opportunités. Ceux qui attendent un miracle restent spectateurs de leur propre vie. Dans le monde moderne, cela signifie qu'une personne qui épargne et se forme peut saisir une opportunité d'investissement, de carrière ou d'entreprise. À l'inverse, celui qui dépense tout et ne se prépare pas restera prisonnier du manque, même si les occasions se présentent. 2. La prospérité individuelle nourrit la prospérité collective. Clason insiste à plusieurs reprises sur l'idée que la richesse d'une nation dépend de la richesse de ses habitants. Lorsque les citoyens de Babylone apprennent à épargner, investir et travailler avec discipline, la prospérité générale augmente. À l'inverse, quand la majorité s'endette et vit dans le désordre financier, la société entière s'affaiblit. C'est une idée puissante. Chaque individu a une responsabilité non seulement envers lui-même, mais aussi envers sa communauté. En devenant discipliné, productif et financièrement autonome, il contribue à la stabilité et à la richesse collective. Ce message est particulièrement actuel à une époque où les dettes publiques explosent et où de nombreux ménages vivent au-dessus de leurs moyens. Si chaque citoyen appliquait les principes babyloniens, les crises économiques seraient beaucoup moins fréquentes et les sociétés plus solides. 3. La richesse est avant tout une discipline morale. Un autre message fondamental est que la richesse n'est pas qu'une question d'argent, mais aussi de caractère. Dans les récits, celui qui parvient à s'enrichir n'est pas seulement celui qui gagne plus, mais celui qui fait preuve de discipline, de prudence, de patience et de respect. Dabazir, par exemple, devient véritablement libre non pas seulement en remboursant ses dettes, mais en retrouvant la dignité de l'homme qui honore ses engagements. Arcade, de son côté, insiste sur la valeur du savoir et de la persévérance, plus encore que sur la quantité d'or accumulé. Ainsi, l'homme le plus riche de Babylone transmet une vérité universelle. La richesse est un reflet du caractère. Celui qui est discipliné dans ses finances est souvent discipliné dans sa vie, et celui qui cherche à tricher ou à brûler les étapes finit par échouer. 4. Le respect de soi par la gestion de l'argent. L'argent, dans le livre, n'est pas seulement un moyen de consommation, mais un outil de respect de soi. Être maître de son argent, c'est être maître de sa vie. Dabazir illustre parfaitement ce message. Esclave de ses dettes, il se sentait humilié et sans valeur. En reprenant le contrôle de ses finances, il retrouve non seulement sa liberté matérielle, mais aussi son honneur et sa fierté. L'argent devient donc un moyen de se libérer, non pas une fin en soi. Aujourd'hui encore, beaucoup connaissent la honte de ne pas pouvoir faire face à leurs obligations financières. Le livre montre qu'il existe un chemin vers la dignité, reprendre le contrôle par un plan strict et une discipline de fer. Le respect de soi commence par la capacité à vivre selon ses moyens et à honorer ses engagements. 5. La simplicité des vérités éternelles. L'une des grandes forces du livre est la simplicité de ses leçons. Épargner 10%, contrôler ses dépenses, investir prudemment, protéger son capital, anticiper l'avenir, développer ses compétences. Ces règles sont si simples qu'elles peuvent sembler évidentes, voire naïves. Et pourtant, ce sont celles que la majorité des gens ne suivent pas. Clason rappelle que ce ne sont pas les systèmes compliqués ou les stratégies financières sophistiquées qui mènent à la prospérité, mais l'application constante de règles simples. La clé réside non pas dans la connaissance, mais dans l'action. Dans une société moderne où l'on est bombardé de conseils financiers complexes, cette simplicité est rafraîchissante. Les vérités de Babylone nous disent « Inutile de courir après les « secrets » de la richesse, ils sont déjà sous nos yeux, mais rares sont ceux qui les appliquent vraiment. » 6. L'argent n'est pas une fin mais un moyen. Enfin, un message universel du livre est que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vivre une vie plus riche au sens large. Se nourrir, se loger, protéger sa famille, contribuer à la société, financer des temples ou des projets nobles. Arcade, malgré sa fortune, continue de donner aux pauvres et de financer des projets utiles. La richesse qu'il accumule n'est pas synonyme d'avarice, mais de capacité d'action. Aujourd'hui encore, ce message résonne. La quête de l'argent pour l'argent conduit à l'insatisfaction. Mais utiliser l'argent comme un outil pour construire une vie équilibrée, libre et généreuse, voilà ce qui donne un véritable sens à la prospérité.
Conclusion de la 4e partie. Les messages universels de l'homme le plus riche de Babylone dépassent largement la gestion financière. Ils touchent à la philosophie de vie. Ils rappellent que la liberté s'acquiert par la discipline, que la chance est favorisée par l'action, que la richesse individuelle construit la richesse collective, et que l'argent, bien géré, est un outil de dignité et de respect de soi. Si ce livre reste d'actualité presque un siècle après sa parution, c'est précisément parce qu'il ne s'adresse pas seulement au portefeuille, mais à l'âme. Il enseigne que la prospérité n'est pas une question de hasard, mais de caractère, et qu'elle est accessible à tous ceux qui choisissent d'appliquer ces vérités simples et éternelles. Ainsi, les paraboles de Babylone sont bien plus qu'un manuel financier. Elles sont un guide de vie, une sagesse ancienne toujours vivante, capable d'inspirer ceux qui cherchent à bâtir non seulement une fortune, mais une existence pleine de sens et de respect. Conclusion générale. En refermant ce voyage dans l'antique Babylone, une évidence s'impose. La richesse n'est pas le privilège de quelques élus, mais la conséquence naturelle de principes simples appliqués avec constance. L'homme le plus riche de Babylone ne promet pas des miracles, il propose mieux, une méthode éprouvée qui transforme peu à peu la vie de celui qui ose l'adopter. Épargner une partie de ses revenus, contrôler ses dépenses, investir intelligemment, protéger son capital, prévoir l'avenir et développer ses compétences. Ces règles sont à la portée de chacun, quel que soit son âge, son métier ou sa situation de départ. Elles demandent du courage, de la discipline et de la persévérance, mais elles offrent en retour ce que tout être humain recherche: la sécurité, la liberté et la fierté de mener une vie choisie, et non subie. Les personnages de Babylone, Arcade, Dabazir, Maton ou Charunada nous rappellent que chaque difficulté peut être surmontée, que chaque dette peut être effacée, que chaque bourse vide peut se remplir. Leur voix résonne à travers les siècles pour nous dire: la prospérité appartient à ceux qui agissent avec sagesse. Aujourd'hui, les mêmes choix s'offrent à nous. Rester esclaves de nos dépenses, de nos dettes et de nos désirs éphémères, ou bien bâtir pas à pas notre liberté financière. La décision est entre nos mains. Alors ne remettez pas à demain. Commencez dès aujourd'hui à poser la première pierre de votre fortune. Car chaque pièce mise de côté, chaque dépense maîtrisée, chaque compétence acquise vous rapproche de votre propre Babylone, une cité intérieure de stabilité, d'abondance et de dignité. En appliquant ces principes millénaires, vous ne vous contenterez pas d'accumuler de l'or. Vous construirez une vie riche de sens, de liberté et d'héritage pour les générations à venir.